Comment ça va, Binyamin? Salut Chaim, heureux d'être dans ta voiture. Heureux de te recevoir, de recevoir le directeur et le fondateur de TorahBox. Il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'avoir ce privilège. Alors tu as 35 ans, tu es le fondateur et le directeur de TorahBox. La première question qu'on a, elle vient de Eliora Berda. Comment et quand est née l'idée de TorahBox? Alors bonjour Eliora. Quand est-ce qu'est née l'idée de TorahBox? C'était en 2002 ou 2003 je pense. J'ai commencé un petit peu à me rapprocher de la Torah. Et à l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas tellement de sites internet. C'était le début du réseau web. Et tout le monde avait sa petite page personnelle. Tu te rappelles un petit peu? C'était à l'époque de la DSL. La DSL, avant la DSL. Avant la DSL. Ah. Bien avant la DSL. On se connectait, ça nous coûtait je sais pas combien d'euros par minute. Et bon, moi j'avançais un petit peu en Torah. Je recherchais des cours de Torah et en fait il n'y en avait pas sur internet. Et je me rendais compte que par-ci et par-là étaient éparpillés des cours MP3 audio à l'époque. Et donc j'avais commencé à les centraliser sur un site internet, puisque internet c'était un petit peu mon dada. Moi j'ai commencé à 15 ans sur internet, j'ai créé une société avant d'avoir 18 ans. Et donc c'était un petit peu mon secteur. Et donc j'ai voulu rendre service à la communauté, tous ceux qui cherchaient des cours de Torah. Je les ai centralisés sur une seule plateforme qui s'était catégorisée par, à l'époque c'était original de catégoriser par thème et par rave. Donc voilà, et ça pendant des années internet depuis, TorahBox depuis 2004 je dirais. Ça a été pendant longtemps simplement une mise à jour hebdomadaire. Chaque dimanche un nouveau cours MP3 rajouté sur le site. À l'époque les cours c'était entre 3 quarts d'heure et 1 heure minimum. Et donc les gens m'envoyaient les cours qu'ils enregistraient à Los Angeles, à Paris, à Marseille. Et moi je les centralisais sur une plateforme. Ça a été très utile pour l'époque. Et maintenant, d'où vient le nom TorahBox? C'est une question que beaucoup me posent. J'ai pas beaucoup réfléchi. Les idées les plus simples sont toujours les meilleures. Donc j'étais tombé sur un site qui s'appelait Jukebox. Ouais. Et donc j'avais compris qu'un jukebox c'était tu appuies et il y a de la musique qui sort. Donc moi j'ai fait TorahBox, tu cliques et tu as un cours de Torah qui sort. Je voulais que rapidement il y ait des cours de Torah qui sortent. Magnifique. Alors c'est quoi TorahBox aujourd'hui? Il y a quelques chiffres, quelques données. Écoute, TorahBox déjà c'est quoi? C'est diffusion du judaïsme francophone. L'objectif c'est, voilà, on est des amis, on est privés. Et on décide de transmettre notre patrimoine de toutes les façons qu'on peut. On a commencé par le virtuel avec internet, ensuite on est passé au livre, ensuite on a un kollel, un centre d'études à Jérusalem, on a toutes sortes d'activités. Le but c'est, sur tous les supports possibles, diffuser la Torah en sachant que le plus grand chesed qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de le reconnecter avec lui-même. Le Ben Ish Chai dit que la meilleure façon d'appliquer la mitzvah de Ve'afta l'ereacha kamocha, d'aimer son prochain, c'est de lui faire du chesed, de la bonté spirituelle et pas de la bonté matérielle. Parce que c'est qui Chaim? C'est moi. Ouais, mais il y a Chaim, il y a le corps de Chaim et il y a l'âme de Chaim. Quand Hachem il a décidé que Chaim il descende dans ce monde, il a parlé au corps ou il a parlé à l'âme? Il a pris son âme et il lui a donné une mission. Maintenant, quand je t'aide à faire mieux Torah mitzvot, j'aide l'âme de Chaim à faire sa mission sur terre. Donc en vérité, le véritable bonheur, tu l'as que quand tu remplis ta mission sur terre. Donc nous, on a décidé de enseigner la Torah et de leur donner tous les moyens pour l'appliquer aussi. On essaye de faciliter l'application de la Torah. Donc TorahBox aujourd'hui, ça commence à devenir assez vertigineux, Baruch Hashem. C'est environ 300 000 visiteurs par mois sur le site. 300 000? C'est énorme. Même moi, j'ai du mal à... Je suis pas quelqu'un qui regarde beaucoup les chiffres. Mais dernièrement, voilà, on a fait un gala, donc il a fallu un petit peu faire le bilan de l'année. Donc c'est 400 000 visionnages de vidéos par mois, rien que sur YouTube par exemple. C'est 130 000 visionnages de vidéos sur les réseaux sociaux chaque semaine. C'est des statistiques qui sont officielles. Et bon, il y a encore toutes sortes de statistiques selon tous les services qu'on a. Et ça touche un très grand public. On a réussi à
à descendre, à rendre la Torah accessible à n'importe qui. On a tous les publics différents qui se retrouvent sur le site. Mais alors il y a beaucoup de services que TorahBox propose, parce que même moi qui travaille à TorahBox, j'ai pas conscience de tous les services que vous offrez. Chacun connaît TorahBox pour les vidéos, pour les cours, pour les livres, etc. Est-ce que tu peux les citer rapidement, les énumérer rapidement? Je vais sûrement en oublier les trois quarts. C'est tous les jours on va dire un nouveau magazine qui sort avec des articles sur tous les thèmes de la vie juive. Tous les jours des cours de pensée juive différents. On a le programme Halacha Time. Chaque jour, c'est un cours de Halacha de 5 minutes pour ceux qui n'ont pas le temps, avec un quiz. 3 questions sur le cours juste après. On a 7000 membres connectés, inscrits à ce programme par exemple. C'est le plus gros programme, tu vois. C'est le programme le plus apprécié, où il y a le plus d'inscrits, un peu plus de 7000 tous les matins. On a d'autres programmes d'études, comme le Daf Yomi. Donc une page du Talmud tous les jours. On a fait en sorte qu'il y ait 3 enseignants différents. Et ça, c'est 7 jours sur 7. C'est 7 jours sur 7, le Daf Yomi. Donc 3 enseignants différents, 3 types d'enseignement, un plus rapide, un plus simple, un plus compliqué, un audio, un vidéo, on a toutes les sortes. On a l'histoire de Shabbat, c'est un concept qu'on a fait rentrer, l'idée de apprendre une histoire et la répéter à table, comme on sait que les histoires ça tire les gens. Qu'est-ce qu'on a? On sait qu'on a 2 centres d'études à Jérusalem, on a un centre d'études de Gemara, donc c'est un kollel. Et on a un groupe d'étudiants de Halacha aussi. TorahBox, c'est aussi une édition de livres. À la base, j'y connaissais rien du tout à l'édition de livres. Aujourd'hui, on est peut-être l'éditeur numéro 1 au niveau du nombre de livres édités. On en édite plus de 100. On en a édité plus de 100 et on en édite 1 à 2 par mois en moyenne. Donc c'est énorme, hein. Ça veut dire que pour éditer 1 ou 2 livres, il faut en avoir prévu déjà au moins 15-20 en avance. On est très fiers d'avoir proposé à la communauté des livres beaucoup moins chers que d'habitude. Je pense que nos livres ne dépassent pas 19 € alors qu'ils mériteraient d'être vendus 26 ou 27 parfois. Souvent on perd de l'argent sur chaque livre. On a également un service questions au Rav. Les gens nous appellent toute la journée pour des questions de halacha, pour des problèmes de couple, pour des problèmes d'éducation. On a malheureusement des tentatives de suicide, tentatives d'avortement, on a des appels de détresse, on a créé même pour ça une ligne d'écoute où des coachs et des thérapeutes répondent au téléphone pour toutes les personnes en détresse. On répond aussi aux questions par écrit. On a je crois plus de 26 000 questions répondues sur le site avec les sources. On essaye de répondre d'une manière appropriée. Tu connais toutes nos vidéos de divertissement. Hein, on accède à la Torah, pas forcément avec de la Torah pure, mais avec des vidéos qui conviennent aujourd'hui aux jeunes, par exemple, qui ont l'habitude tellement de consulter des vidéos divertissantes qu'on ne peut pas leur proposer un cours de Torah brut, forcément. On produit des contenus encore plus humoristiques, même bêtes, blata. On a aussi un service de bénédiction, on va sur les tombes des tzadikim pour prier pour tous les noms qu'on reçoit. On a déjà prié plus de 130 000 noms. Chaque nom qu'on reçoit, on le récite mot à mot sur la tombe. Ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps et on le fait avec cœur et les gens en sont très contents. Je ne sais pas si tu es au courant, les gens ne sont même pas au courant, mais on va 2 fois par semaine réconforter les soldats français dans les bases militaires. Alors tu vois, moi je pensais que c'était 1 fois par semaine. Voilà, on y va 2 fois. On leur apporte des sucreries, mais aussi un réconfort moral. Beaucoup ont des soucis personnels. On discute avec eux à la française. Ils sont dans un contexte israélien qui est parfois un peu difficile, surtout quand ils viennent de faire l'Alia. On vient par exemple de lancer un service Réconciliez-vous. Les gens s'inscrivent, ils ont un problème avec quelqu'un qui date de quelques jours jusqu'à quelques années. Et on les rappelle et on leur donne tous les conseils pour pouvoir se réconcilier avec la personne avec qui ça ne va pas. On édite également des fiches pratiques très connues pour toutes les fêtes ou pour tout événement que les gens très régulièrement aimantent sur leur frigo. D'accord, là on rentre par exemple dans la période du 17 Tammuz au 9 Av, il y a pas mal d'interdits ou de choses permises et les gens ne savent pas forcément, donc on résume les choses. On est dans une génération où les gens n'ont pas forcément le temps ou les moyens d'approfondir une étude de Torah ou de Halacha.
Donc on leur donne tous les outils pour pouvoir facilement appliquer les mitzvot de la Torah. Tu sais qu'on a aussi lancé un magazine, un magazine hebdomadaire pour l'instant qu'en Israël, mais qui est accessible sur le site à 10 000 exemplaires. Quelque chose de très honorable, en papier glacé, très sympathique. On pense que ça manquait. On a également un service de Kriyat Torah, celui qui veut apprendre la lecture de la Torah en marocain, tunisien, algérien, ashkénaze. Ashkénaze, ça existe, hein? Ça existe, les ashkénazes sont très présents en Israël d'ailleurs. Et puis ils peuvent apprendre aussi l'Haftara. Ça, on l'a mis en place gratuitement. C'est encore une petite révolution qu'on a beaucoup permis aux gens d'avoir des choses gratuites qui payaient avant. C'est vrai, il y a beaucoup de familles en nécessité qui arrivent à l'âge de la bar mitzvah et ils n'ont pas de quoi payer un professeur pour leur enfant. Exactement. Bon, tu sais qu'on fait des tournées de cours de Torah de manière physique n'importe où, à Paris, à Marseille, à Lyon. Une fois on est parti ou 2 fois à Los Angeles. C'est bien parce qu'au final, on peut reprocher à Torah Box d'être un peu trop virtuel et on sent qu'on commence un peu à... Les gens veulent nous voir, les gens veulent voir les rabbinim du site avec qui ils se sont liés. Et donc voilà, il faut qu'on aille maintenant sur le terrain. Alors est-ce que Torah Box, ça peut être un objectif en soi pour quelqu'un qui est loin de la Torah, ou est-ce qu'il faut qu'il s'arrête à Torah Box? Est-ce que Torah Box propose de le rendre autonome un peu dans l'étude de la Torah? Écoute, un juif il doit étudier la Torah. Le mieux c'est d'étudier la Torah avec un maître, donc dans un centre d'études. Avec son rabbin, c'est évident. Il faut un contact, il faut une chavruta, il faut poser des questions, avoir des réponses rapidement. Nous, sur Torah Box, si tu regardes bien les questions, les réponses, tu écoutes bien les cours, toute notre vision des choses, c'est d'amener les gens à étudier la Torah par eux-mêmes. On le répète partout, on écrit des articles sur ça, on liste des adresses où étudier. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui sont entrés en yeshiva grâce à Torah Box. C'est ça, il y a beaucoup de directeurs de yeshiva et de directrices de séminaires qui nous disent qu'à chaque fois qu'on publie la liste des yeshivot ou des séminaires, ils ont à chaque fois 3-4 inscrits. Et c'est notre plus grande fierté. Torah Box, c'est surtout un premier contact avec le judaïsme. Ensuite, on peut approfondir parce qu'il y a des cours très intéressants. On a même... C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur... Aujourd'hui, pour les jeunes, Internet, c'est devenu les réseaux sociaux. Et du coup, je suppose qu'on ne publie pas les mêmes contenus sur le site internet Torah Box que sur les réseaux sociaux. Et on peut parfois reprocher d'avoir des contenus un peu trop concis. Superficiels, pas trop approfondis. Écoute, nous on considère que quelqu'un qui est sur un réseau social, premièrement, il n'a pas le temps. Et deuxièmement, a priori, c'est pas quelqu'un qui a étudié la Torah de manière approfondie. C'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on a vérifié. Donc effectivement, les contenus qu'on va publier là-bas, les vidéos, c'est pas des vidéos de limoud, c'est pas des vidéos d'études du Talmud, c'est pas des vidéos extrêmement profondes, mais c'est des vidéos inspirantes avec de la vraie Torah, dite de manière sympathique et pas plus. Mais c'est vrai que c'est pas Torah Box dans son ensemble, ce qu'on peut se faire comme image sur les réseaux sociaux. Sur le site, il faut savoir qu'on a une rubrique qui s'appelle études sur texte. D'ailleurs, j'ai rencontré un grand businessman qui voyage énormément. Il m'a dit, Torah Box, vous êtes mon professeur qui voyage avec moi. C'est-à-dire que sur le site, on a une partie où vous pouvez choisir un livre de Torah profond. Et sur chaque page du livre, il y a un cours où le Rav lit, traduit et explique le livre en question. Donc tu peux étudier la Torah dans les textes, dans les mots. C'est comme un cours particulier, quoi. Comme un cours particulier, quand tu veux, où tu veux. Mais il y a aussi toute la partie recette que Torah Box propose, non? Effectivement, on a énormément d'opérations de recettes qu'on fait. On fait des colis pour les fêtes à des centaines et centaines de familles. On s'occupe d'énormément de cas ponctuels. Il y a des gens qu'on aide, surtout des orphelines à se marier, des orphelins. On aide beaucoup pour les mariages. On aide pour des problèmes ponctuels graves. C'est pas notre objectif premier, c'est la diffusion de la Torah. Mais étant donné qu'on est sur le terrain et que les gens nous contactent et qu'on a des possibilités techniques de le faire, donc parfois on aide, on a même créé Chesed Box. Donc
Donc c'est une plateforme qui permet à n'importe qui de créer une cagnotte, aux donateurs de recevoir des CERFA, et c'est 0 commission pour nous, c'est totalement voilà, pour la communauté. Et du coup, tous ces services que tu as énumérés, ça doit avoir un certain coût, j'imagine. Sur quoi repose financièrement ThoraBox? Est-ce que vous avez des subventions? Est-ce qu'il y a des gros donateurs derrière? Est-ce que c'est une association Ça tient privée? sur le miracle complet. ThoraBox n'est subventionné par aucune institution, aucune fondation. On n'a aucun donateur gros. On a nos membres, ceux qui sont inscrits au site, qui profitent du site, qu'on appelle de temps en temps. On n'espère pas trop les embêter. Et chacun voilà, donne 30 €, 50 €, 100 €. On n'a pas beaucoup de dons qui dépassent ces sommes-là. Et je dirais que ThoraBox, c'est un petit peu le site du peuple. C'est le peuple qui fait ThoraBox. Et vous gagnez de l'argent avec les vidéos? Alors avec les vidéos, on perd effectivement beaucoup d'argent sur chaque vidéo. Je pense que pour croire qu'on gagne des vidéos, de l'argent avec des vidéos, il faut vraiment pas s'y connaître en internet. Voilà, chaque vidéo c'est énormément d'heures de travail, plusieurs personnes différentes qui y travaillent. Il y en a qui rédigent le scénario, il y en a qui pensent à quel thème travailler, il y en a qui filment, il y en a qui montent, il y en a qui corrigent. Et chaque vidéo elle coûte de l'argent et elle en rapporte pas. De toute façon, le but de ThoraBox, c'est pas que c'est pas lucratif du tout. Et voilà, les salaires des employés sont extrêmement décents. Combien d'employés aujourd'hui ThoraBox? Plusieurs dizaines, je sais même pas exactement. Plusieurs dizaines. On travaille à mi-temps. En général, les hommes étudient le matin et on travaille l'après-midi. Alors justement, toutes ces activités que vous proposez ThoraBox, ça ne devrait pas être sur la responsabilité d'une institution publique francophone, que plutôt sur une association privée que tu as créée de tes propres fonds? Écoute, je sais pas si d'autres devraient le faire. En tout cas, nous on le fait. Dès qu'on voit un manque, on s'occupe de faire la chose. On n'a pas l'habitude d'attendre qui que ce soit pour faire ce qu'on pense être un manque dans la communauté. C'est vrai qu'en Israël, je ne sais pas si tu connais l'association Yad Sarah. Yad Sarah fait économiser énormément d'argent à l'État puisqu'elle s'occupe de ce que l'État devrait faire. Elle loue du matériel handicapé, matériel médical. Alors tu as une éducation plutôt traditionnaliste. Comment tu es arrivé à faire tes choix? Alors tu l'as dit toi-même, traditionnaliste, ça veut dire qu'on avait des bonnes valeurs à la maison. On faisait le kidouche, on faisait les fêtes, on faisait la cacheroute, avec toutes les incohérences que peuvent vivre un traditionnaliste. On mangeait cachère, mais un petit filet aux fiches de temps en temps. Et puis moi j'avais un exemple dans la famille, c'était mon grand-père. Il faut savoir qu'on venait de Colombéchar. Colombéchar, c'est en Algérie, c'est à la frontière Algérie-Maroc. Et on sait que les Algériens ont été très assimilés par la culture française. D'ailleurs, un hammam un jour m'a dit: je crois que tu es le seul Algérien que je connaisse qui n'est pas un cousin ou un petit cousin ou un arrière-cousin marié avec une non-juive ou assimilée. Parce que c'est un bled très gardé et entouré par la famille Abir Sira, donc très pieux. Et donc c'est des valeurs, je pense, qui nous ont beaucoup entourés, beaucoup protégés. Et donc dans la famille, on avait mon grand-père, c'était un peu un exemple. Dès qu'il est arrivé d'Algérie, il a fondé une communauté à Le Perreux-sur-Marne. Et 94 170. Et donc je sais pas si tu imagines, tu arrives d'Algérie, tu tapes aux portes pour fonder un minyan. Donc tu imagines la détermination qu'il faut avoir. Et il nous invitait toute la famille, tous les Shabbats. On était tous réunis chaque semaine et c'était le seul religieux de la famille. Il faisait 3 quarts d'heure aller, 3 quarts d'heure retour pour aller à la synagogue. Et donc nous on n'était pas tellement pratiquants. Donc parfois on était pendant le Shabbat en train de regarder la télé avec les cousins, etc. Et je pense que ce qui nous a donné l'envie de nous rapprocher à la Torah, c'est le fait qu'il était si tolérant. Imagine, tu invites toute ta famille, ta femme elle prépare un Shabbat extraordinaire, comme les grand-mères elles savaient le faire, et pas une fois il a dit c'est Shabbat, éteignez la télé, d'accord, de manière méchante, etc. Sinon j'aurais fait une association entre Shabbat
est interdit. Et peut-être que je ne serais pas revenu à la Torah. En tout cas, c'est sûr que le Srout Avot, le mérite des pères, il joue énormément pour la Tchouva. Et donc, moi, il m'amenait à la synagogue tous les Shabbats jusqu'à griller au collège. Donc, j'étais assez jeune. Maintenant, tout le collège, tout le lycée, j'ai pas connu la synagogue sauf les fêtes. Tu avais cours ? J'avais cours. Et donc, juste après, très naturellement, je suis revenu à la synagogue le samedi dès que j'ai eu mon bac. Pour moi, c'était assez naturel, bien que j'ai fait une coupure assez longue. Et là-bas, voilà, il y a un rabbin qui m'a invité le Shabbat matin, après la prière, à prolonger un petit peu ma présence dans la synagogue en étudiant, en proposant un petit déjeuner. Et voilà, doucement, on s'est rapprochés. Ensuite, j'avais fait un séminaire avec un rabbin qui globalement m'a dit voilà, il y a des mitzvot, vous les faites pas toutes, vous êtes incohérents. La Torah, c'est quelque chose d'entier. Et c'est vrai que ça m'a fait un déclic, parce que quand on démarre dans la pratique de la Torah, des fois, s'il y a un match de foot, Ouais. L'après-midi, il n'est pas comme le matin. Le matin, on est à la choule, et l'après-midi, on ne sait pas où on se trouve. Donc, ces incohérences-là, ensuite, je me suis pris en main et j'ai décidé d'accepter la Torah comme elle était, et pas d'adapter la Torah à mes souhaits. Comment tu peux expliquer la popularité extraordinaire de Torah Box ? Écoute, nous, déjà, on n'a jamais souhaité être populaire. Si tu le dis qu'on l'est, alors tant mieux. Je pense que la première raison, la plus grande, c'est que on s'adapte aux gens. On s'adapte continuellement à la génération qui évolue. Au début, elle voulait des cours longs. Ensuite, elle a voulu des cours très courts. Ensuite, elle a voulu des contenus divertissants. Ensuite, elle a voulu étudier la Torah avec des images sur certains réseaux sociaux. Donc, on se remet en question et on se fatigue et on s'investit et on se sacrifie pour à chaque fois adapter les contenus par rapport à l'habitude de consommation d'Internet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on donne énormément. Toute personne qui a besoin de quoi que ce soit, elle nous appelle, elle sait qu'on est là. Si quelqu'un nous envoie un message en nous disant « J'aimerais acheter tel livre, mais il ne se trouve pas sur Internet », on va aller appeler une librairie à Beersheva pour lui trouver. Si quelqu'un veut qu'on parle à sa nièce qui va peut-être avorter, on va l'appeler au téléphone et on va parler avec sa nièce et on va la sensibiliser sur le sujet. Donc ça, c'est la deuxième chose, c'est qu'on s'investit beaucoup pour les gens, on fait tout pour eux. Et puis on est très constant, on lâche rien. Tous les jours, on est là. Et la constance fait que les gens savent sur qui s'appuyer quand ils en ont besoin. Donc voilà. Et puis aussi, il faut bien comprendre que diffuser la Torah, c'est pas que prendre des cours de Torah et les disposer sur un site internet. Parce que moi, je fais la différence entre un cours de Torah et une conférence. Aujourd'hui, tu sais que Torah Box, on a développé nos propres façons de diffuser la Torah, nos propres cours de Torah. C'est pas forcément des rabbins attitrés qui les prononcent, parce qu'il y a une différence entre un cours et une conférence. Un cours, c'est une somme d'enseignements, et celui qui veut bien chercher la vérité, avoir envie de Torah, qui va aller la découvrir. Et une conférence, c'est là pour faire pénétrer la Torah directement dans le cœur d'une personne, même qui ne le souhaitait pas forcément. Tu comprends ? C'est une façon de lui faire rentrer la Torah. Donc aujourd'hui, on a créé des dizaines de projets, de concepts où on enseigne la Torah d'une façon particulière et ça touche les gens. Que l'idée, c'est d'avoir de l'impact, c'est pas de parler pour parler. Ouais, donc on a une activité, on va dire, de kirouv, de rapprochement à la Torah, où là, on va vers les gens et on leur donne de la Torah de la façon dont ils ont envie de l'entendre. Et on a aussi une partie de cours beaucoup plus classique. Alors la particularité de Torah Box, c'est qu'elle est appréciée autant des non-religieux que des religieux. Ça doit être dur de devoir gérer les extrémités comme ça. Alors c'est une difficulté nouvelle, puisque au début Torah Box était des cours de Torah classiques. Et ensuite on a dû s'adapter aux gens, parce qu'on avait fait un sondage et on s'était rendu compte que les 3/4 de notre public respectaient Shabbat, Kashrut.
et qu'on n'était peut-être pas là pour ça. Le public est très grand et très large, et donc on devait s'adresser un petit peu à tout le monde. Et donc effectivement aujourd'hui on peut se retrouver sur TorahBox avec un contenu qui va plaire à l'un et pas plaire à l'autre. Souvent ceux qui ont fait tchouva essayent absolument par exemple de se détacher de toutes leurs anciennes habitudes, comme écouter de la musique profane, etc. Et c'est vrai que dans nos vidéos on va dire sympathiques, c'est vrai qu'on en met par exemple et ça peut un petit peu les choquer parce qu'ils sont encore en mode je fais tchouva et j'abandonne mes anciennes habitudes. Mais il faut savoir que pour rapprocher les gens à la Torah, il faut aussi faire référence à ce qu'ils connaissent. D'accord ? On ne va pas leur parler tout de suite d'un commentaire du Roche sur la Gemara. Il faut leur parler de ce qu'ils comprennent. Donc dernièrement on avait fait une vidéo qui a un petit peu choqué puisqu'on parlait de Johnny Hallyday. Alors les gens nous disent quel rapport Johnny Hallyday maintenant, et puis il se comporte pas comme nous, etc. Bon, il faut savoir que TorahBox va consulter des rabbanim, des gdolim même, et tout est pesé, et faire référence, trouver une référence qui parle à quelqu'un, c'est un point de départ pour ensuite parler de Torah. Comme lorsque tu es invité à une Séouda au Bet Rabad. Une Séouda, c'est pas forcément du judaïsme, c'est pas 100% de la Torah, mais c'est un point de départ pour fréquenter un lieu de Torah et te rapprocher. Alors TorahBox est devenu un peu une référence aujourd'hui pour beaucoup de personnes, et parfois lorsqu'on va pas trop dans leur sens, les personnes se vexent un peu, ils sont même un peu des fois un peu violents dans les commentaires, que ce soit par rapport au féminisme, lorsqu'on met pas une femme dans une vidéo, ou lorsqu'apparemment on peut avoir des propos assez misogynes. Qu'est-ce que tu peux leur répondre à ces personnes-là ? Est-ce qu'il faut garder un discours démago plutôt qu'être franc ? Écoute, nous on a reçu une Torah, on a des rabbanim. Dans notre équipe on a une grande parité, on a des hommes, des femmes, des gens qui viennent de tendances complètement différentes, d'un passé complètement différent, et on confronte nos idées. Il faut savoir que l'idée qu'une personne peut avoir de TorahBox ou d'une de nos vidéos, c'est son idée à elle ne représente que elle-même, elle et ses amis. Il faut savoir que quand on est à l'arrière de TorahBox et qu'on reçoit des centaines voire des milliers de commentaires par mois, et ce depuis des années, alors on commence à acquérir une certaine sensibilité de comment est-ce qu'il faut parler au public, comment est-ce qu'il faut la diffuser, surtout quand on est épaulé par des rabbanim aussi calés que les nôtres. Et je pense que la Torah, on l'a reçue comme on l'a reçue, elle est intègre, et c'est pas pour cette raison-là qu'on va aller la changer. La Torah n'est pas du tout misogyne, c'est bien l'inverse. Et puis tu sais, les critiques, il y a toutes sortes de critiques. La critique, c'est un petit peu une spécialité française. Moi personnellement, j'adore la critique. Des fois, on fait des séminaires TorahBox avec tous les employés où on se critique sur tous les projets pour arriver ensuite à faire ce qu'on fait. Il y a des critiques qui sont fondées et on les prend en compte. Il y a des critiques de gens qui sont là pour critiquer et finalement ne rien proposer. Ça, c'est typiquement français. Moi, j'aime bien les solutions, proposer des solutions. Et puis je leur dirais que je serais très heureux de voir ce qu'ils sont capables de produire pour la communauté. Et puis en général, quelqu'un qui critique mitoch hatuma et pas mitoch hagdusha, c'est-à-dire pas pour faire avancer les choses, en général je remarque quelques mois après ou quelques années après que en fait il fait la même chose que nous. Donc finalement c'était une critique parce qu'il voulait être à notre place. Oui, c'est vrai qu'aussi il y a aussi les critiques aujourd'hui un peu sur internet, c'est un peu la mode des haters, les personnes qui sont là juste pour critiquer, ils attendent que ça. Qu'est-ce que tu peux déjà leur dire à eux ? Alors celui qui veut faire avancer le système, il nous contacte directement, il n'a pas besoin de salir l'association à travers un commentaire public, surtout qu'il ne connaît pas nos intentions. Nos intentions ne sont que bonnes, et même s'ils ne sont pas d'accord sur la façon d'aborder la Torah, il n'y a pas de raison d'être diffamant ou d'être sale. Toute personne qui a souhaité avoir notre avis ou notre intention dans certaines vidéos pour lesquelles il n'était pas d'accord, il nous a contacté directement par téléphone. Il a discuté avec nous, il a vu que tout était réfléchi et que c'était une vision des choses et qu'il fallait accepter la vision de l'autre. Donc
Comme dirait le Rav Shlomo Amar, lorsqu'on est parti le voir la dernière fois, il nous a dit « Celui qui ne fait rien ne se trompe pas ». Je pense que ta grand-mère disait la même chose, et la mienne aussi. Et on prend en compte toutes les remarques, et on évolue, et on améliore. Super, alors on a dans la boîte à gants des questions des internautes. Si tu peux ouvrir. Alors, question de David Cohen. Ouais. Pourquoi avoir créé des vidéos drôles comme les Darka ou le Blatacho? Si on peut dire que c'est drôle. Hein. Ouais, parce que là il dit c'est pas drôle du tout. Hein. Ça ne rabaisse pas le niveau de la Torah. Eh ben écoute mon ami, c'est justement pas de la Torah. Donc je pense pas que ça la rabaisse. Par contre, ça invite énormément de jeunes à regarder des vidéos divertissantes dans un contexte juif et avec des messages juifs subliminaux ou beaucoup plus directs, puisqu'en fait le concept de Darka c'est de mettre en valeur des façons de faire qui ne se font pas pour ne pas les reproduire. Donc en fait on va exagérer une action pour éviter de la faire, et en fait ça marche très très bien puisque beaucoup de jeunes se retrouvent. Et j'étais dans un mariage la semaine dernière où ils me disaient vraiment l'humour, vous avez tout compris. Et depuis qu'il y a de l'humour, ça me permet d'envoyer en même temps des halakhot de Torah Box très courtes à mes amis et me rapprocher. Et ça casse des barrières aussi. Et ça casse surtout, on l'avait surtout fait pour casser la barrière, le préjugé de l'austérité dans le judaïsme. C'est complètement faux. Un homme qui est austère et qui est froid dans son judaïsme, il a un très très gros problème. Et il faut savoir qu'on rigole, on sait rigoler. Et la simcha, la joie, c'est une base essentielle dans le service divin. Et ça a aussi permis de casser ce préjugé-là. Ça a été une révolution. Alors c'est vrai que pour certaines personnes qui ne connaissent pas nos intentions, ça peut paraître choquant. Mais tout a été réfléchi et au Hachem, ça a permis de rajeunir énormément le lectorat de Torah Box et de rapprocher des jeunes. Question de Sephora Zana, prévoyez-vous l'ouverture de locaux en France? Alors c'est vrai que nous on est très virtuel. Des activités physiques, on essaye d'en faire de plus en plus. On aimerait bien être proche des gens. Les gens, je sais, veulent nous voir. Ils veulent voir les rabbanim qu'ils écoutent tous les jours, toutes les semaines. On aimerait bien faire des activités là-bas. On aimerait bien faire des activités partout dans le monde. Pour l'instant, on n'a pas eu l'opportunité de le faire. Mais on aimerait bien. C'est pas facile. On gère tout d'Israël. Donc gérer à distance, c'est pas évident pour nous. Mais en tout cas, on aimerait beaucoup. Si elle a d'ailleurs des idées d'activités qu'on pourrait faire pour démarrer ce local en France, avec grand plaisir. Et question de Dvounou de Bobigny. Alors Dvounou, c'est tunisien? Ça rime avec le boulot. Là c'est Devnou, je crois. Devnou, c'est son pseudo sur internet. Qui nous demande quand est-ce qu'il y aura des sous-titres complets dans toutes vos vidéos pour les sourds qui vous suivent sur les réseaux. Alors déjà sache que depuis cette année, on sous-titre énormément de cours de Torah, au moins 3-4 par semaine. On a eu une personne qui nous a appelé de Ashdod et qui nous a dit que sa femme en entendait pas très bien. Ça nous a beaucoup ému et voilà, on passe beaucoup de temps à traduire des cours en hébreu, à les sous-titrer. Ça prend beaucoup de temps, c'est un grand investissement, mais on est très heureux de le faire et on espère chaque année, chaque mois sous-titrer encore plus de vidéos pour nos frères juifs qui sont sourds. Alors Torah Box dans 10 ans? Dans 10 ans, alors sache que Torah Box fonctionne au jour le jour. On n'a jamais voulu être comme on est aujourd'hui. On a simplement essayé de remplir les manques jour après jour. Donc j'aurais du mal à te dire que je ne suis pas un très grand visionnaire. Écoute, là on vient de sortir Torah Box en anglais, c'est déjà un pas énorme. Alors peut-être qu'on sera en chinois dans 10 ans. En tout cas, ce ne sera pas moi qui dirigera, c'est sûr. Voilà, on est à une ère où jamais on aurait imaginé, il y a 15 ans, diffuser des messages de Torah sous forme d'images. Instagram, c'est ça? Instagram, c'est un peu abusé quand même à prendre la Torah en images, mais voilà, c'est la génération. Donc aujourd'hui, on diffuse des perles écrites sur des images. Jamais j'aurais pensé. Il y a quand même des contenus qui sont quand même beaucoup plus pertinents et beaucoup plus approfondis sur le site, comme tu as dit tout à l'heure. Oh, tout à fait, c'est un appât, c'est un échantillon. C'est un échantillon pour des gens qui sont sur ces réseaux-là.
on essaye d'y être, on essaye d'être là où les gens sont. Il y a d'ailleurs un patron qui m'a dit on profite tellement de vos contenus que vous êtes l'association qui me donne le plus, mais à qui je donne le moins. Parce que c'est vrai que ToraBox n'a pas l'air d'être une association. C'est vrai. Pourquoi? Il m'a dit parce que vous êtes systématiquement parfait. Le site il est impeccable, on reçoit des newsletters tous les jours à la même heure, les vidéos sont faites comme à Cannes, au festival. On n'a pas l'impression que vous êtes une association alors qu'on est une pure association de diffusion de Torah, de soutien de la Torah, de soutien aux nécessiteux. Et on a voulu garder, si tu veux, l'honneur de la Torah et de ne pas quémander. On sait que les gens sont fatigués d'être à chaque fois appelés pour ceci et pour cela. Donc le site il est beau, il est propre et on aimerait le laisser comme ça. D'ailleurs tu ne verras pas de publicité sur nos vidéos alors que beaucoup de sociétés nous demandent. Mais pour préserver, bien qu'on ait besoin de dons, c'est clair, pour préserver en fait la beauté, la clarté et l'honneur de nos vidéos, on a préféré ne pas diffuser de publicité. Et alors peut-être que du coup ça vient de là, ces commentaires un peu négatifs, parce que les gens peut-être pensent qu'on est une grosse entreprise privée ou qu'on est une institution publique et qu'ils peuvent se permettre de faire des commentaires, mais s'ils savaient qu'on était une association privée, que c'était vraiment cool au Rezen, s'ils savaient à quel point les gens qui travaillent chez ToraBox auraient pu travailler dans des grandes sociétés et ont préféré travailler de manière beaucoup plus sociale et beaucoup plus utile, je pense qu'ils ne se permettraient pas de critiquer autant. On est une bande d'amis, on étudie la Torah depuis des années, on est avec des rabbanim, on essaye de faire du bien, mais je pense que les gens sont, puisque 99% des gens sont extrêmement satisfaits de ToraBox. Et il faut savoir que on se sacrifie énormément, on sacrifie nos familles, on sacrifie beaucoup de temps passé avec nos enfants, bien sûr dans la mesure raisonnable, la mesure qu'il faut. Et je pense que si les gens savaient peut-être un petit peu plus, il faudrait peut-être qu'on parle un peu plus de nous, c'est pas trop notre habitude. Il faut savoir que c'est les encouragements qu'on reçoit tous les jours qui nous donnent la motivation de chaque jour créer encore des nouvelles vidéos, avoir des nouvelles idées, proposer de nouveaux projets. Et aussi de partager la vidéo, parce que c'est vrai qu'on dit que quand on reçoit un enseignement de Torah, c'est interdit pour nous de le garder pour nous. C'est-à-dire, il faut le retransmettre directement. Et aujourd'hui avec le partage, est-ce qu'on peut dire que en partageant une vidéo, on retransmet un enseignement de Torah? Je dirais même plus, Raïm. Moi, je crois que le bouton partager n'a été créé que par Dieu pour diffuser la Torah. On sait très bien que celui qui donne des mérites à la communauté, celui qui permet à quelqu'un de faire sa mission sur terre, il acquiert des mérites inestimables parce que cette personne-là va les enseigner à son fils, qui va les enseigner encore à son petit-fils, et il va récupérer les mérites depuis le départ à toutes les personnes à qui il a engendré ces enseignements-là. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est très facile. Il y a 2 clics, d'accord, 2 pressions de pouce, et tu balances de la Torah, tu balances de la lumière, et tu récupères énormément de mérite. On dit que celui qui donne du mérite à la communauté, qui est Mezaké Rabim, il a un niveau plus haut qu'un prophète. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est dans une génération où il ne faut pas lésiner et partager de la Torah qu'on reçoit sur Internet, sur ton téléphone, où tu veux. Voilà, en tout cas, vous avez compris, il faut partager toutes les vidéos que vous pouvez retrouver sur ToraBox. Merci Binyamin pour cette interview. Merci Chaim. C'était un plaisir de te recevoir. À la prochaine. À très bientôt. Comme tout.